Voilà, bonsoir tout le monde. Je suis donc Ernest Reichert. Nous avons ce cinquième Zoom de l'année. Je vous salue tous ceux qui sont avec nous. Pour le moment, nous sommes 18 et il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Nous allons donc rencontrer ce soir sœur Gada, qui est maîtresse des novices à la confrérie, enfin, chez les Sœurs du Rosaire de Jérusalem. Ils ont une vingtaine de couvents sur l'ensemble de la région. Elle va nous présenter tout cela. Je vais lui donner la parole. Avant, je voudrais dire, s'il vous plaît, donc vous désactivez le son et si vous voulez poser une question, vous cliquez sur « Discussion » en bas et alors vous tapez votre question et nous pourrons la voir. Et puis, je transmettrai les questions à sœur Gada tout à l'heure. En tout cas, bienvenue tout le monde. Le sujet, c'est donc l'éducation de la femme en Palestine aujourd'hui, les réalités, les défis, les perspectives. Nous allons voir tout ceci en détail pendant l'heure qui vient. Et sœur Gada, bienvenue, je vais vous donner la parole. Oui, merci. Merci bien. Merci d'être avec nous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, moi aussi, je tiens à remercier d'une part l'équipe de Sabine à Jérusalem pour cette confiance d'avoir proposé que nous pouvons partager avec vous ce soir un peu de l'expérience de la mission de la congrégation des Sœurs du Rosaire de Jérusalem, une congrégation locale fondée à Jérusalem et dont la mission s'étale sur tout le territoire de la Palestine historique, soit dans des régions d'Israël ou bien dans la Cisjordanie, à Gaza, à la région sud de Bethléem et à Jérusalem sûrement. Bien sûr, aussi, je tiens à remercier Ernest pour tout ce suivi toute cette année, donc pour l'organisation de cette rencontre. Et voilà, d'abord, je me présente un peu plus en détail. Je m'appelle Sœur Rada Naameh, avec un GH comme vous le voyez. Je suis libanaise d'origine, mais ça fait 5 ans que je fais ma mission à Jérusalem. Je vis à Jérusalem. Et ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis religieuse dans cette congrégation des Sœurs du Rosaire de Jérusalem. Actuellement, je suis conseillère générale et donc dans la direction un peu de toute la congrégation, dans toutes ses missions et dans tous les pays. Et je suis maîtresse de novices, donc formée à accompagner un peu les jeunes filles en début de vie religieuse, mais aussi j'ai aussi une mission auprès des jeunes à Jérusalem et dans tout le pays, dans tous les 2 pays donc de la Terre Sainte, comme quoi dans la pastorale vocationnelle et dans l'accompagnement des jeunes en période de discernement de leur voie dans la vie, pas nécessairement pour la vie religieuse, mais aussi dans l'accompagnement et le discernement de l'avenir, de comment décider de se découvrir eux-mêmes et par la suite de savoir comment décider de leur vie. Dans ce cadre, donc, j'ai une bonne expérience sur le terrain avec que ce soit les élèves des classes secondaires dans presque toutes les écoles du patriarcat latin, en plus des écoles que nous dirigeons nous-mêmes, et aussi avec rencontre avec des mouvements de jeunes auxquels je donne soit des sujets, soit j'accompagne dans des retraites spirituelles, et soit aussi dans l'accompagnement personnel de quelques-uns. Et en plus, étant membre aussi du comité du synode de l'Église catholique qui a été lancé l'année passée. Donc aussi, j'ai eu plein d'expériences avec des groupes de confréries de dames et des jeunes mères. Donc, et l'accompagnement aussi de femmes dans différents milieux. Donc, d'une part, je vous communiquerai un peu mon expérience personnelle, mais je ne me contenterai pas de cela et je ne me permets pas quand même de vous donner une idée de la femme en Palestine, juste de cette expérience bien limitée. Mais quand même, comme Ernest l'a noté au début, donc nous avons presque 20 communautés en Terre Sainte, dont 4 sont en Galilée,
et les autres, soit 16 communautés, entre les régions palestiniennes et à Jérusalem et une école à Gaza. Avant de commencer à parler un peu de ce sujet, je vois nécessaire peut-être de vous mettre dans un petit aperçu historique très rapide de qui sommes-nous? Quelle est la congrégation des Sœurs du Rosaire qui a été fondée au 19e siècle. Et bien, dans ce siècle que nous pouvons considérer peut-être une sorte de Pentecôte dans l'histoire de l'Église catholique latine en Terre Sainte, avec la restauration et le renouvellement de la présence du patriarcat latin dans cette terre, et le premier patriarche, Joseph Valerga, qui s'est établi à Jérusalem après un certain temps, plus ou moins long, où le patriarche résidait au Vatican et n'était pas vraiment présent en Terre Sainte. Donc, ce 19e siècle a vu la naissance des paroisses. D'abord, l'organisation des paroisses de la communauté latine en Terre Sainte, que je dis en Palestine comme en Jordanie, parce que c'est tout ça le territoire du patriarcat. Et aussi, c'est en ce moment que le patriarche avait bien discerné l'ignorance immense dans laquelle émergeait la femme dans les communautés chrétiennes et la femme arabe en général. Parce que cette société qui était dominée par l'Empire ottoman pour plusieurs siècles a été bien influencée et il y avait pleinement de dégâts. Et aussi que les communautés chrétiennes toujours présentes donc, dans cette terre ont été aussi influencées par cette majorité de musulmans dans laquelle ils sont un peu perdus étant minorité. Alors, pour cette raison, et comme dans le temps, il était presque inacceptable que des hommes, que ce soit des prêtres ou autres, puissent communiquer avec des femmes et les éduquer ou bien faire un certain ministère avec. Donc, il y avait besoin, et besoin bien clair, d'avoir des religieuses, des femmes consacrées qui puissent elles-mêmes donc accompagner la femme et éduquer la fille et établir des écoles. Au début, le patriarche avait demandé à des congrégations européennes d'envoyer des missionnaires et de commencer à faire donc des écoles pour les filles. Et plusieurs communautés ont répondu à cet appel. Mais effectivement, ces congrégations s'installaient surtout dans les grandes villes, que ce soit à Jérusalem, à Bethléem, à Nazareth et autres. Mais il reste toujours le besoin beaucoup plus grave et beaucoup plus immense dans les villages et dans les régions lointaines, où la majorité des chrétiens sont présents, mais où aussi les missionnaires sont dans l'impossibilité de faire le tout, et en même temps, peut-être aussi parfois le manque de compréhension de la particularité de cette société empêche aussi le pouvoir de faire une mission auprès. Donc, dans ce cadre, en 1880, déjà, peut-être il y a eu une intervention aussi céleste, pas peut-être, c'est ça l'histoire donc que je vais vous raconter un peu rapidement. Mais voilà que donc c'est en 1880 que le premier groupe de jeunes filles de Jérusalem ont commencé l'aventure et l'expérience de vivre comme sœurs du Rosaire de Jérusalem. C'était suite à des apparitions de la Sainte Vierge, comme vous voyez un peu dans l'icône à côté. Donc, la Sainte Vierge qui est apparue à une religieuse originaire, elle aussi, de Jérusalem, donc aussi arabe, qui s'appelle Marie-Alphonsine et qui était religieuse chez les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Mais cette religieuse qui était très timide, mais qui avait vraiment une grande mission auprès des jeunes filles arabes, comme elle était une fille de cette société, elle la comprenait très bien, avait reçu des apparitions répétées, un peu comme Sainte Bernadette à Lourdes. Et dans ces apparitions répétées, la Sainte Vierge lui demandait très clairement de fonder une congrégation locale. Je dis là les paroles de la Sainte Vierge elle-même dans une des apparitions. Je veux que tu commences une congrégation ou bien une communauté pour les filles de mon pays. Et c'est là que Marie-Alphonsine avait compris
que la Sainte Vierge la pousse à faire une congrégation locale, vu le besoin qui est de l'éducation de la fille dans toutes les régions du pays. Et simultanément, comme déjà le dessein de Dieu est toujours bien bâti, Dieu organise les choses de façon à réaliser sa volonté comme il le vise. Alors, un des prêtres aussi du pays, originaire de Nazareth, du patriarcat latin, avait vu ce besoin énorme et était aussi mobilisé par cela. Il cherchait à voir comment faire donc pour répondre à ce besoin d'éduquer la fille et la femme arabe dans toutes les régions. Et la Providence a fait que les deux se retrouvent, se rencontrent et que Marie-Alphonsine transmet à Père Joseph Tannous ce message qu'elle reçoit de la Vierge. Et lui, de croire très rapidement à cela et de commencer à réaliser le message. Et c'est en 1880 que la congrégation a observé la lumière et a commencé donc sa mission. Et je dis cela juste pour dire que l'objectif de l'éducation de la fille et l'accompagnement de la femme arabe, en Terre Sainte spécialement, est l'un de nos premiers charismes et l'objectif essentiel de la présence de la congrégation. Et sur ce, nous insistons à le mettre toujours à jour et à être toujours consciente de cette mission très particulière que nous avons. Effectivement, comment nous le faisons actuellement en Terre Sainte? Dans ces 20 communautés où nous sommes présentes, il y en a 3 écoles que nous dirigeons nous-mêmes, des écoles donc pour la congrégation alors. 2 écoles secondaires, je pense que vous êtes un peu au courant de cela. Donc, en Terre Sainte et surtout dans les écoles arabes, il n'y a pas d'école primaire, collège et lycée séparés. C'est plutôt tout le parcours scolaire dans un même établissement. Donc, nous avons à Jérusalem une des écoles les plus grandes des écoles catholiques, ou plutôt même école chrétienne à Jérusalem, qui est le collège des Sœurs du Rosaire, à Beth Hanina, région de Jérusalem-Est. Et nous avons aussi une école secondaire à Gaza, aussi donc, qui accueille presque 1000 élèves, dont la majorité sont des filles. À Jérusalem, toutes les étudiantes sont des filles, donc c'est une école juste pour les filles et qui accueille presque 2000 et quelques filles de Jérusalem. Et à Bethléem, nous avons une école primaire. En plus, nous avons 3 garderies. Une à Jérusalem, à Beth Hanina aussi, une autre à Bethléem et une à Nazareth. Et en plus de presque 13 communautés travaillant dans les paroisses du patriarcat latin et où nos sœurs s'occupent d'une part de la mission liturgique, dire de l'organisation de la préparation des célébrations liturgiques, d'autre part de la catéchèse dans les écoles du patriarcat latin, et elles accompagnent les mouvements de jeunes et les confréries des dames dans les paroisses, en plus de la visite des familles, l'accompagnement des familles en conflit et la visite des malades, la prière pour les défunts. Et donc, en tout ce qu'il y a, donc la mission et le ministère auprès des paroissiens dans une paroisse, autant que possible et selon les besoins de chaque paroisse. Et en plus de tout cela, nous avons quelques maisons d'accueil de pèlerins qui se situent surtout à Jérusalem, à Bethléem et à Nazareth. Voilà en tout donc globalement ce que nous faisons et dans ce cadre, je vous transmets un peu l'actuel de la femme et de la fille avec les défis, mais avec aussi les espérances et les perspectives. D'après donc, je tiens à le dire, donc d'après notre expérience à nous, donc je peux pas prétendre vous transmettre une vision vraiment trop globale de tout l'état de la femme parce que, bien sûr, il y a des régions quand même où nous ne sommes pas présentes, mais il y a aussi des communautés religieuses de différentes religions autres que les chrétiens où nous ne sommes pas vraiment en contact direct de point de vue mission en tout, donc pour parler un peu en détail de leur état. Donc, surtout, je peux vous transmettre l'actuel de la femme dans les communautés de Galilée
et les communautés de Palestine et de Jérusalem. Je parle de communautés chrétiennes où notre mission est en direct. Je peux aussi vous parler un peu du cas exceptionnel de Jérusalem, de point de vue éducation dans notre collège, qui a une majorité d'étudiantes musulmanes avec une minorité chrétienne, vu déjà la répartition démographique à Jérusalem, où les chrétiens ne forment plus, malheureusement, que presque 1% de la population. Donc, voilà, dans ce cadre, quelques remarques générales que je vois importantes à citer. Une, que je pense que je n'aurais pas besoin peut-être de le dire, mais comme je l'entends à plusieurs reprises des groupes de pèlerins venant de l'Europe et de l'Amérique. Mais je crois bien que vous, les amis de Sabile, vous connaissez très bien le contexte de l'Église à Jérusalem. Mais quand même, je le dis juste pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Vu que nous affrontons cette question donc très souvent, comme quoi l'Occident pense que les chrétiens arabes en Terre Sainte ou au Moyen-Orient sont plutôt des musulmans convertis au christianisme récemment, peut-être. Parce que dire monde arabe, peut-être dans la tête des Occidentaux, c'est surtout l'arabe, l'islam, les musulmans. Or, effectivement, non, nous sommes des communautés enracinées dans le pays dès le début du christianisme, et donc lorsque nous parlons de communautés chrétiennes, ça fait des siècles et des siècles de tradition chrétienne où nous vivons toute une ambiance chrétienne, mais bien sûr, vu l'effectif mineur, donc c'est très évident d'être parfois influencé par la majorité, donc par la société musulmane qui nous entoure. Mais quand même, non, nous sommes des chrétiens, donc purement chrétiens. Là, c'est une parenthèse que je ferme, mais voilà, les remarques que je dis. Nous ne pouvons pas parler vraiment de société palestinienne, je pense, plutôt que de dire société en pluriel. Parce que à Jérusalem, c'est un contexte tout à fait différent du contexte des Arabes vivant en Galilée ou bien dans les régions à gouvernement israélite déjà établi. Même différent aussi de la Cisjordanie et là, je pense dire la région de Ramallah aussi dans la Cisjordanie est différente un peu de la région de Bethléem. Donc, le contexte social et même la société ou le vécu de la communauté chrétienne dans ces régions est bien sûr tout différent de Gaza. Donc, si je pense transmettre une idée objective et bien scientifique, donc il faut toujours mettre en tête que ce n'est pas le même dans toutes ces régions. Aussi, vu donc la majorité musulmane dans toute cette région, donc nous pouvons penser aussi à l'influence qu'elle a aux coutumes et même à la foi donc des chrétiens, différemment donc d'une région à l'autre. La différence aussi qui est très évidente et présente dans tous les pays entre les milieux urbains et les milieux villageois, où aussi c'est différent. Donc, l'évolution du rôle de la femme, parler de l'égalité ou bien de recherche d'égalité même, diffère d'une région à l'autre, où il y a des villages où la femme, jusqu'à présent, ne se voit pas dans l'inégalité, malgré que c'est le cas. Donc, n'a pas en tête de rechercher autre façon de vivre, donc accepte très facilement les traditions et les coutumes héritées et se trouve bien à l'aise dedans, malgré que peut-être pour nous, nous pensons que non, il faut éduquer et quand même ouvrir d'autres portes pour améliorer la société. Donc, il y a des régions où c'est ça le cas, d'autres où non, grâce à Dieu, et c'est une de nos joies où nous voyons vraiment le progrès très énorme fait. Bien. Dans ce que je vais traiter, et selon les questions auxquelles nous nous sommes entendus avec Ernest, j'essaierai autant que possible de donner des réponses à ces questions-là. Quelle est actuellement la place de la femme palestinienne dans sa société? Quelle est l'influence de la diversité religieuse et sociale qui l'entoure, en Israël même, à Jérusalem, en Palestine occupée ou à Gaza? Qu'en est-il de l'éducation des filles en ces divers lieux? Quelle liberté leur ou nous est laissée? Quels sont les objectifs et les expériences de notre travail ou dans notre travail?
Quels sont les défis et les difficultés dans la mission d'éducation des filles et d'autonomisation des femmes? Comment la femme participe-t-elle à la résistance ou à la résilience palestinienne? Et quelles sont nos joies, nos satisfactions, nos espoirs très concrètement? Là, je vois que je vais parler un peu de chaque cadre à part, donc, de chaque région, mais j'essaierai autant que possible de donner des réponses à toutes ces questions à la fois. Je commence par une des missions qui est toute proche là, donc où je suis, et c'est l'école à Jérusalem. Et là, j'entre directement dans le monde de l'éducation, mais aussi dans les défis très spéciaux pour la région de Jérusalem, où actuellement, nous sommes nous travaillons avec deux ministères d'éducation, le ministère palestinien et le ministère israélite. Et nous avons en même temps des défis toujours parce que, disons, le premier défi, c'est l'identité et comment éduquer la fille arabe palestinienne à Jérusalem à garder son identité propre, ce qui est vraiment un grave défi et ce qui est bien apparent que Israël cherche à l'éliminer. Donc, il y a plein de nouveautés cette année qui nous montrent que le projet est bien clair d'intégrer la société arabe de Jérusalem en Israël et de lui faire oublier quelque peu l'affaire palestinienne et sa nationalité ou bien son identité propre. Pourquoi? D'une part, un des défis de cette année, donc un des nouveautés aussi, que les Israélites ont changé un peu dans les livres d'histoire que nous utilisons dans nos écoles et pour éliminer tout ce qui est en rapport avec l'affaire palestinienne ou tout ce qui raconte l'occupation israélite. Et donc, ils ont éliminé, et même vous voyez des pages où c'est blanc, et ils ont exigé à toutes les écoles d'utiliser le livre changé. Donc, en poursuivant les directeurs des écoles qui n'ont pas accepté d'adopter ce livre. Et donc, même, il y a eu un problème avec deux écoles. Ils ont même demandé de façon légale, donc, disons, à persécuter, je vais dire. Donc, ils ont envoyé auprès des directeurs et nous avons fait une grève quand même pour protester et pour refuser cela. Donc, il y a eu une grève pour toute une journée pour insister à ne pas continuer cela et arrêter ces écoles, arrêter les autorisations de ces écoles, donc, suite à ce sujet-là. Mais quand même, ils continuent à l'exiger. Aussi, d'autre part, nous voyons que dans les jours de fête nationale palestinienne, beaucoup d'inspections imprévues nous rendent visite juste pour s'assurer que nous n'avons pas de drapeau, que nous ne faisons rien, donc qui incitent et éveillent un peu les jeunes filles à leur nationalité, à leur identité. Là, donc, c'est un conflit très important. Pour continuer à Jérusalem et pour pouvoir continuer notre mission éducative, il faut voir comment donc équilibrer les choses entre le fait que Israël exige que c'est bien clair qu'elle exige que c'est la capitale et que elle va donc exiger ce qu'elle veut elle-même pour toute la population du pays, de la région. Et par la suite, donc, il faut être très prudent, mais aussi trop sage et à la fin aussi, faire transmettre nos convictions aussi et garder cette identité propre au peuple arabe de Jérusalem. Là, c'est le plus grave défi actuellement. En plus d'un défi que nous avons vécu cette semaine et nous continuons à le vivre ces 2 jours. Je ne sais si vous avez entendu dire donc, un crime qui a été commis par un jeune arabe contre une militaire israélite. Et ça fait 1 semaine qu'Israël punit tout le peuple et elle a même fermé les routes sur tout le camp de Shafat parce que ce jeune était habité là-bas. Elle a persécuté pas mal de membres de sa famille, et de ses amis et de toutes ses relations. Et jusqu'à présent, ça continue. Et il y a eu pas mal de morts, donc un bon nombre de personnes mortes des 2
côtés, que ce soit israélite, que ce soit palestinien, par tous les conflits qui se sont produits juste après ce crime, au lieu de juste rechercher cette personne et la punir. OK, elle a tué quelqu'un, pour nous tous, nous sommes d'accord. Donc, mais c'était une punition plutôt générale pour tout un peuple et ça fait une semaine que nous sommes dans une perturbation totale, surtout que c'est la région très proche de nous et même les écoles ont dû s'arrêter un jour. Un autre jour, nous étions dans la perturbation que un nombre de nos élèves ont pu arriver, l'autre non. Voilà, donc ce sont des défis quotidiens que nous vivons et parfois même pour leur fête. Là aussi, le conflit religieux qui ne se termine pas avec le fanatisme, que ce soit dans telle ou telle région, pardon, dans telle ou telle religion présente dans la région. Mais c'est toujours le cas. Dans une fête religieuse, il y a des checkpoints qui se ferment, des personnes privées d'arriver à leur travail. Les écoles sont toujours perturbées parce que nous avons aussi des éducatrices qui habitent à Bethléem ou bien à région Ramallah et qui doivent traverser les checkpoints durant chaque jour. Et là aussi, donc, nous devons organiser ou bien diriger un peu ces cas exceptionnels parfois que nous ne pouvons pas deviner à l'avance. Voilà, c'est un des défis. Un second défi que nous affrontons aussi, bien sûr, la présence bien, la collégialité entre élèves musulmanes et chrétiennes et le fait d'éduquer à ce respect mutuel, à l'acceptation de l'autre, essayer de vraiment ancrer une culture de paix, mais toujours affrontée parfois aux idéologies des grands et au fanatisme de quelques parents, au refus de quelques activités parfois, bien, suite juste au complexe, disons, donc hérité dans les différentes sociétés. Mais quand même, nous essayons autant que possible de créer une ambiance de fraternité, une ambiance d'amitié et de partage, et de faire autant d'activités qui puissent vraiment ouvrir la possibilité de vivre ensemble à nos étudiantes. Une chose bien, une de nos joies, c'est que nous voyons vraiment le fruit après et nous voyons que ça réussisse dans la majorité. N'empêche qu'il reste toujours des familles un peu plus closes, un peu plus fanatiques ou bien qui ont aussi qui héritent de ces mœurs et de ces idéologies trop strictes, trop fermées. Mais pour la majorité, ça passe. C'est bon quand même. Voilà. Dans le cadre éducatif, eh bien, vu que aussi nous nous trouvons dans une région mixte, donc nous suivons différents programmes à la fois. Nos élèves présentent, elles sont libres de choisir, que ce soit le programme palestinien pour le présenter dans les examens des classes terminales, ou bien le programme du Begrout israélite, mais aussi il y a une branche de programme britannique international, le IG, donc pour ouvrir aussi des opportunités à nos étudiantes qui ne veulent pas vraiment rester strictes dans un ou l'autre de ces programmes. Mais aussi l'école est francophone en même temps. Donc, très récemment, le 15 septembre, nous avons reçu le CELF, le certificat d'excellence dans l'enseignement de la langue française. Et c'est M. René Trocaz, le consul, qui nous l'a présenté dans une cérémonie à l'école. Et nous sommes toujours en collaboration avec le réseau Barnabé aussi pour l'évolution de la langue française et de son enseignement dans notre collège. Ça, donc, pour dire une chose commune entre nous. Voilà. Donc, en plus de tout cela, bien, j'ai parlé un peu du fanatisme islamique. Je donne un exemple pour être dans le concret. Donc, dans un certain temps avant, nous n'avions pas vraiment le problème du hijab, donc de l'écharpe. Mais bien, la société musulmane
progresse elle aussi dans cette culture donc d'insister sur son identité et de façon avec les apparences donc. Et là aussi, ça nous a causé un petit conflit pour un certain temps, mais bien sûr, le collège laisse la liberté. Et elles sont mineures, les filles qui insistent à le porter, mais quand même, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Donc, mais la question d'être libre dans ce que nous faisons, ou bien que les jeunes ont vraiment la liberté de faire dans l'éducation, bien, philosophiquement, déjà, on dit qu'il n'y a pas de liberté absolue, mais dans le cadre de Jérusalem, euh, les, les limites deviennent encore plus strictes pour la liberté, mais quand même, il y a toujours des moyens. Les conflits sont des occasions pour être plus créatif et trouver d'autres moyens donc de créer un espace de liberté intellectuelle si nous ne pouvons pas vraiment le faire sur le terrain. Et c'est ça ce que nous essayons de faire avec plusieurs projets, dont l'un qui, bien, demain même, nous avons la cérémonie d'introduction de la 8e fois où nous faisons ce qu'on appelle le Roseman et qui est un projet des États-Unis. Donc, j'essaie de vous trouver vraiment la signification. Bien, c'est le Rosary Sisters High School Model United Nations. Et c'est un programme lancé par les États-Unis, comme quoi intégrer les élèves du secondaire à penser à tous les lois et les notions lancées par les États-Unis chaque année. Et les élèves forment un club dans lequel ils font des recherches. Ils découvrent tous les pays intégrés aux États-Unis et ils préparent un congrès tout pareil aux réunions des États-Unis, mais bien sûr, quelque peu donc, à leur niveau. Et demain, notre école, ça fait 8 années que cela se passe, et notre école, avec un bon nombre de ses étudiantes, prépare et invite d'autres écoles à participer avec nous. C'est une des occasions éducatives dans lesquelles les élèves sont capables de penser beaucoup plus et plus vaste que juste leur cadre quotidien et avoir une culture beaucoup plus élargie et internationale qui les aide aussi parce que le congrès est fait de façon très stricte et très responsable, de sorte à ce que c'est tout à fait pareil et ça sorte avec donc des décisions à entreprendre plus tard. Et le fait de recevoir des élèves même de dehors du pays, mais aussi il y a un certain partage très important qui se produit comme nous recevons des élèves des différents endroits du pays et il y a donc parmi les écoles participantes 2 écoles hébraïques et 2 écoles donc de Galilée et des écoles aussi chrétiennes de la région et de la Palestine, mais aussi des écoles musulmanes. Donc, comme quoi, c'est un vaste espace de partage et donc de pouvoir vraiment élargir les horizons et éduquer à une culture de paix et à savoir penser comment retrouver des ressources, retrouver des solutions beaucoup mieux que juste rester impliqué dans des conflits sans sens, n'aboutissant à rien. Et ça, bien sûr, ça cultive aussi chez les jeunes filles participantes une personnalité de leaders pour l'avenir. Autre projet aussi qui aide à ouvrir aussi d'autres horizons, c'est un projet aussi qui se fait chaque année avec les élèves du secondaire, surtout de la classe de seconde. Et c'est un projet d'éducation ou bien d'orientation dans les différents domaines du business et du marketing, comme quoi les jeunes filles se répartissent en groupes et étudient professionnellement différents métiers et différentes façons de faire et d'organiser. Et ensuite, elles organisent elles-mêmes, avec bien sûr la guidance des professionnels qui les orientent, elles organisent un grand événement dans lequel elles puissent elles-mêmes vivre et réaliser ces projets comme sorte donc d'entraînement pour l'avenir et pour aussi savoir décider un peu plus de leur carrière dans l'avenir. Bien, en plus de tout cela,
et juste pour aussi pouvoir éduquer pas seulement les filles, les étudiantes, mais aussi leurs parents et les éducatrices aussi à avoir une formation continue. Aussi, a été créé un centre pluridisciplinaire au collège. Ce centre a vu naissance depuis presque 4 années et est en cours de développement. Et déjà, il donne un service pas seulement à notre collège, mais aussi à toutes les écoles de la région, dans des sessions de formation continue pour les parents à l'éducation, mais aussi de point de vue sanitaire, de point de vue culturel, de point de vue d'éducation à la maison, d'accompagnement des enfants, tout cela, développement humain aussi des personnes adultes, et pour les éducatrices, bien sûr, et surtout aussi un centre pluridisciplinaire d'accompagnement des élèves à difficultés scolaires. Et ce centre-là donne service, donc, comme je l'ai dit, pas seulement à nos élèves ou à la famille du Rosaire, disons, du Collège du Rosaire, mais accueille aussi ceux qui le veulent de toutes les écoles de la région. En plus, bien sûr, de tout le monde des activités parascolaires, sportives et artistiques, et une école de musique bien professionnalisée aussi, qui essaie autant que possible donc de contribuer à l'éducation de ces jeunes filles. Bien, mais bien sûr, aussi un des défis que je n'ai pas cité avant et que nous affrontons actuellement, et nous pensons vraiment à des solutions, et surtout auprès des plus jeunes, c'est les résultats d'après le confinement et la période de pandémie, parce que vraiment, nous voyons tout un changement dans la personnalité des élèves quand même. Donc, et là, bien, nous continuons à voir comment recadrer un peu ces enfants qui ont vécu quelque chose de très spécial durant 2 années de désordre. Et donc, comment les réintégrer dans un cadre scolaire plus organisé. Et même nous voyons que les plus jeunes ont perdu peut-être la capacité de quelques compétences qu'il faut réinstaller de nouveau. Donc là aussi, c'est un des projets que nous affrontons actuellement et qui est en cours de, en cours de travail. Bien. En plus de ce cadre scolaire que j'ai cité, alors j'ai donné l'exemple du collège à Jérusalem pour dire, mais c'est le même bien sûr qui se produit à Bethléem et à Gaza. En plus de cette particularité de Gaza qui est bien l'état très particulier de la guerre et du confinement continu, donc, et de la minorité chrétienne qui est de plus en plus en diminution vu l'immigration, la recherche de tout le peuple, surtout les chrétiens, donc à quitter et avoir vraiment une vie plus stable ailleurs. Donc là, nos sœurs résistent à cet état. Donc malgré que dans les 2 dernières guerres contre Gaza, l'école a été bien endommagée, car elle se situe dans une région très critique et bien entourée donc de plusieurs emplacements militaires cibles pour les bombardements. Mais grâce à Dieu, jusqu'à présent, nos sœurs vont bien, mais essaient autant que possible de restaurer ce qui a été donc endommagé par les guerres. Mais bien sûr, là, le travail sur le psychique est beaucoup plus immense. Le travail aussi sur la stabilité de la communauté chrétienne et essayer autant que possible de voir des solutions qui ne sont pas évidentes et avec des moyens très minimes, là où il n'y a pas vraiment de possibilité. Donc, ils n'ont que ce cadre à vivre dedans. Et là, c'est un autre défi donc, à affronter. Bien, je passe plutôt, le temps presse, donc je passe rapidement à parler un peu du cadre donc, pastoral et bien de la femme en société palestinienne. Là où vraiment les traditions et bien, surtout dans les villages, c'est toujours encore clair. La femme qui se contente de son rôle, disons, à domicile et d'être mère et de prendre les tâches ménagères. Et bien sûr, cette société patriarcale qui donne toujours le dessus à l'homme. J'ai essayé de retirer, pour parler un peu scientifiquement et avec des chiffres, une statistique faite par le Bureau central de statistiques palestinien
à l'occasion de la Journée mondiale de la femme en mars 2022. Et là, bien, d'abord, comme nombre, les femmes forment la moitié de la population en Palestine, soit 103 hommes pour 100 femmes, presque. Donc, mais d'une part, et là je parle un peu de la résistance et de la résilience palestinienne et le rôle de la femme. Donc, il paraît que, bien sûr, c'est moins que les hommes, mais quand même, il y a 184 femmes prises en prison en Israël durant l'année de 2021. Et 32, ils restent, ils persistent jusqu'en 2022. Il y a 14 femmes parmi elles aussi de Jérusalem, purement. Et, bien, parler aussi donc, là, je vais noter alors que aussi donc les femmes qui sont tuées par les bombardements ou par les guerres ou tout ça, bien sûr, et elles font partie de cette population qui est ciblée, que ce soit des enfants, des femmes, tout. Bien, nous avons aussi Shireen Abu Akleh qui a été aussi visée exprès, donc, et Shireen est une des anciennes de notre collège. Donc, nous avons l'honneur de le dire, malgré que aussi la douleur de sa mort subite comme telle. Bien, aussi dans l'histoire, donc, dès le début de la première intifada, donc, il y avait toujours des femmes actives dans les protestations et dans la résistance, mais bien sûr à nombre réduit devant le nombre des hommes. Donc, c'est toujours ça, la société arabe est toujours à dominance donc, masculine dans ces endroits-là. Mais je pense que aussi le rôle de la femme est primordial dans la culture et dans l'éducation de sa famille aux normes de la nationalité et de l'identité et de la conservation donc, de la présence aussi. Malgré que pas mal de femmes endurent actuellement l'émigration de leurs jeunes enfants, vu que la jeunesse en Palestine se retrouve en manque d'espoir pour l'avenir et recherche toujours les moyens de retrouver vie plus facile ou bien plus paisible ailleurs, malheureusement. Et c'est le cas aussi dans tous les pays arabes de la région, mais ça, surtout, c'est dans le cadre chrétien, vu que les chrétiens parfois ne sont pas trop impliqués dans la guerre et dans la continuation du trauma, donc de tous ces conflits et de toute cette mort. Alors, ils recherchent plutôt à retrouver ailleurs en Europe ou bien actuellement aussi dans les pays du Golfe arabe, ils retrouvent des possibilités de travail qui les invitent donc à quitter, malheureusement. Bien, un des problèmes historiques en Palestine, c'était le mariage de jeunes filles à bas âge, parce que la culture éduque la fille dès son enfance à se préparer à être épouse docile et à être mère et donc femme à domicile. Donc aussi là, heureusement que ça un peu change, surtout que actuellement les jeunes filles sont orientées vers l'enseignement et même l'enseignement universitaire. Et là aussi un point fort, c'est en pourcentage beaucoup plus que les jeunes hommes. Donc, le nombre de filles qui continuent leurs éducations scolaires et les éducations universitaires sont beaucoup plus nombreuses que les hommes qui s'orientent de bas âge à travailler pour avoir plus, donc chercher l'argent rapide, beaucoup plus. Mais reste dans le domaine politique et dans le domaine du leadership, donc dans vraiment les emplacements de services sociaux ou bien de services publics et les emplacements de décision. Non, la femme n'a pas vraiment une grande place. Il y a une minorité qui essaie de s'aventurer et moins qui puissent arriver. C'est toujours donc une dominance masculine beaucoup plus. Dans le domaine de travail et d'autonomisation de la femme, malheureusement aussi, surtout après la pandémie et l'élévation de l'effectif du chômage,
Le chômage chez les femmes, c'est beaucoup plus que chez les hommes parce que de retour peu à peu actuellement au tourisme et au travail, on préfère peut-être d'engager des hommes plutôt que des femmes. En plus de l'inégalité dans le salaire, dans le même poste disons pour un même diplôme universitaire, une femme est payée moins qu'un homme. En plus aussi, malheureusement aussi, parfois dans les domaines de travail privé, on préfère ne pas engager des femmes mariées juste parce que pour la maternité donc, et les possibilités donc d'absence qu'elle pourrait avoir. Voilà. Bien, en principe, un peu rapidement, c'est ça le cas. Et je crois que le plus difficile, c'est lorsque la femme accepte cette situation et la voit très évidente sans chercher à changer. Je crois que c'est là un des défis aussi qui nous affronte à inciter ou bien à motiver la femme à retrouver vraiment ses compétences et le bien qu'elle pourrait ajouter à une société lorsqu'elle prend un rôle plutôt actif dans cette société. Bien, un des conflits aussi qui s'affrontent pour les jeunes filles aussi, c'est d'une part le changement des traditions et de la société entre parents ou bien la génération des parents et la génération des filles. Les filles qui sont actuellement ouvertes à différentes cultures, vu le partage qu'elles font ou bien avec la société musulmane, que ce soit en Palestine ou bien en Israël, beaucoup plus, à des idéologies, à une société laïque très épanouie, donc à plusieurs possibilités de liberté, malgré que les parents sont toujours dans la nostalgie des traditions conservatrices qui veulent protéger plutôt la fille. Et là, donc, pas mal de conflits. Et dans mes accompagnements de filles personnellement, je vois combien ça cause des blessures dans la relation de jeune fille avec sa famille, lorsque, ou bien pour question d'amour, ou bien pour question de travail, ou bien même tout simplement pour rechercher sa liberté et l'égalité avec le jeune homme, vu que toujours dans notre culture, l'éducation d'un garçon, il est permis aux garçons beaucoup plus d'activité et de liberté qu'à sa sœur, disons. Et c'est là donc un des conflits qui cause de graves problèmes familiaux. Reste aussi un des grands problèmes majeurs, la violence familiale, que ce soit violence corporelle, heureusement rare, mais présente toujours, ou bien la violence verbale et violence psychique qui est la plus grave et bien généralisée quelque peu. Donc, là aussi, c'est un des défis à travailler, ou bien dans l'accompagnement de la famille et dans la possibilité donc d'éduquer à une culture de dialogue pour résoudre les problèmes et les difficultés au lieu d'avoir donc de retour à la violence. Bien, la femme en général a besoin d'écoute, surtout, se trouve dans une certaine pression sociale parce qu'elle est toujours accusée n'importe quelle faute. Un des enfants commet une faute, c'est la mère qui n'a pas bien éduqué. Si le mari commet des fautes, donc c'est elle aussi qui n'a pas bien pu le secourir ou l'aider. Donc, en tout, on remet la faute sur la femme, ce qui la met sous pression. Et là, d'après l'expérience de l'année passée à l'écoute de groupes de femmes et surtout des personnes donc, dans des circonstances sociales difficiles, nous avons vu combien il y a besoin vraiment de personnes à s'engager dans des bureaux d'écoute et à être présentes juste pour aider et écouter et ouvrir un peu des fenêtres d'espoir pour l'avenir à ces jeunes femmes. Bien, je pense que je dois m'arrêter ici et vous laisser peut-être la place à quelques questions s'il y en a. Je vous remercie. Il y a bien sûr plein de choses à dire encore, mais voilà, je me contente de cela. Merci bien. Le micro.
Bien, Ernest, vous êtes toujours en unmute. Vous devez ouvrir le micro. Je ne vous entends pas. Ernest, please speak. You can mute yourself. No, yeah, now it works. Non, tu es revenu à l'unmute. Ernest. Non, voilà, ça c'est marche maintenant, enfin. Oui. Je n'ai pas réussi à activer mon microphone. Merci beaucoup, Sœur Ghada. C'était vraiment passionnant. J'espère que j'étais le seul à avoir des problèmes parce que 3 fois au début, je n'ai plus rien, tout était figé, je n'ai plus rien entendu. Alors, j'espère vraiment que pour les autres, ça marchait. Ah ben, si ça marchait pour les autres, j'en suis très heureux. Hein. Moi, j'ai entre autres été coupé quand vous parliez de Gaza. Oui. C'est fantastique parce que chez nous, on a toujours des informations très, oui, un peu simplifiées, si je veux dire. Hein. On dit juste les actes de violence, ce qui pose problème, et dans nos médias, très souvent, on ne parle pas des communications et des collaborations entre chrétiens, musulmans, gens d'Israël, juifs aussi. Et là, j'ai trouvé très riche ce que vous avez pu nous dire de cette coopération entre les deux. Combien d'élèves musulmans est-ce que vous avez dans vos écoles? Et ces élèves musulmans, bien sûr, viennent parce que les parents les ont inscrits chez vous. Tout à fait. Oui. J'ai dit que dans presque toutes nos écoles, la majorité est musulmane, avec presque, disons, 2% ou 3% des élèves chrétiennes, parce que c'est ça déjà le pourcentage démographique dans les régions où nous sommes. Oui, mais effectivement, oui, ce partage est très enrichissant. Et je sais très bien que pas seulement chez nous, mais il y a pas mal d'instituts aussi éducatifs où il y a cette possibilité de partage qui puisse au moins cultiver une certaine tranche de la société à ce partage et à ce dialogue. Et ce qui est important, je crois que c'est une de nos missions les plus importantes comme chrétiens en Terre Sainte, de retrouver autant que possible les moyens de créer cette culture de paix en face de la culture de la mort et de la culture de refus de l'autre qui est bien ancrée. Donc, les médias sont beaucoup plus friands de ce qu'on pourrait appeler culture de conflit et culture de mort, alors qu'en fait, il y a une collaboration, une fraternité réelle qui se vit sur le terrain et dont nous sommes très peu informés. Même, je pourrais vous dire une chose tout à fait récente. Aujourd'hui même, j'ai entendu dire qu'il y a, même sur la télé israélite arabe, Makan, il y a eu hier des interviews avec des personnes juives israélites qui ont demandé d'arrêter la guerre et le conflit et qui ont même demandé, ou bien qui ont exprimé qu'elles ne sont pas avec ce que fait les militaires israélites actuellement contre le peuple et combien de nombre de morts ont été déjà tombés cette semaine juste parce qu'ils recherchaient une seule personne qui a fait
un acte envers une personne. Donc, punissez cette personne au lieu de faire tout cela. Alors, oui, il y a des protestations aussi dans le milieu israélite et des personnes qui demandent la paix et qui essaient autant que possible d'ouvrir vraiment une possibilité de dialogue avec les autres. Mais malheureusement, le visage de fanatisme, c'est lui qui est plutôt dominant dans les médias. Et vous voyez, il est présent actuellement, donc nous ne sommes pas vraiment dans le paradis. Il y a quand même toujours ce conflit quotidien. Mais oui, malheureusement, qu'on transmet toujours le côté négatif et le fanatisme, et on ne voit pas vraiment les côtés d'espoir qui sont présents. Parce que c'est toujours ça. Les êtres humains n'aiment pas toujours la guerre. Ils ne sont pas tous avec cette politique de refus et de conflit continuel. Sûrement. Moi, je voudrais tout d'abord dire à tout le monde, hein, si vous avez des questions, s'il vous plaît, tapez-les en cliquant sur l'icône discussion en bas. Jusqu'à présent, je ne vois aucune question. Hein. Allez-y. Alors, en attendant qu'il y ait peut-être une question, j'étais vraiment reconnaissant que vous nous ayez dit les événements tout à fait récents, hein, parce que moi, je n'en avais pas entendu parler. C'était une bonne nouvelle aussi de savoir que Shirin était une de vos anciennes élèves. Hein. Oui. Vous faites un travail, il se passe un travail globalement dont beaucoup de gens ne sont pas informés. Hein. C'est ce travail de construction de relations, alors que dans nos médias, on parle surtout des manques de relations et de la violence qui vient un peu on a l'impression, hein, mais c'est l'impression qui est donnée qu'elle vient de partout, alors qu'en fait, elle ne vient pas de partout. Hein. Tout à fait. Ouais. Vous avez un rôle de construction de la paix. Mais je voudrais voir s'il y a une question qui vient de l'un de nos partenaires, là. Discussion. Comment réagissent, je donne la première question que je vois là. Comment réagissent les jeunes filles à l'éducation qu'elles reçoivent? Parce que j'imagine que vous l'avez évoqué, hein, il y a les attentes Oui. traditionnelles dans la famille, les attentes traditionnelles des hommes. Comment est-ce que les jeunes filles réagissent? Et puis, je voudrais ajouter quelque chose. On a vu ça, vous êtes libanaise, hein, là où les femmes sont descendues dans la rue, où on dit il faut que les choses changent. À partir de ce moment, les choses ont vraiment commencé à changer. Hein. Oui. Alors, comment est-ce que les jeunes filles réagissent à l'éducation que vous leur donnez? Eh bien, comme je l'ai signalé un peu, mais aussi comme c'est le cas dans n'importe quelle communauté donc humaine, il y a des personnes qui réagissent positivement et qui accueillent ces contextes éducatifs et qui puissent vraiment en profiter. Et disons, les intégrer aussi donc pour les vivre plus tard. Et il y a pas mal de nos jeunes, plutôt de nos anciennes, que nous rencontrons toujours et nous voyons cette fraternité et cette vision bien ouverte à accueillir l'autre et à partager ensemble. Bien, il y a toujours ces personnes aussi qui sont influencées par leur société beaucoup plus fermée et qui s'orientent plutôt après vers les cadres de leur société, disons, le fanatisme ou bien le refus ou bien au moins la nonchalance et la distance. Il y a de tout, mais dans la majorité, je pense surtout dans le cadre des jeunes qui continuent vraiment le parcours scolaire chez nous dès le début jusqu'à la fin. Donc, bien sûr, ça ancre quelque chose. Ça les impressionne d'une certaine façon. Mais bien, quitte à ce qu'après, elles puissent continuer cela dans les universités. Ça dépend aussi dans quel cadre universitaire elles sont. Je n'ai pas parlé aussi de l'intégration des jeunes filles dans le cadre politique, mais aussi ça peut influencer beaucoup dans l'étape de l'éducation universitaire. Parce que étant jeune, non expérimentée encore en vie, et bien, elles peuvent être intégrées et orientées différemment. Mais bien, apparemment, d'après quelques questions que j'ai posées et que j'ai essayé un peu de trouver, il paraît que les jeunes filles chrétiennes ne sont pas très intéressées par la vie politique en majorité, disons. Il y a toujours les uns semblables à Shirin, et bien actuellement aussi, après sa mort, il y a celles qui cherchent à la prendre comme idole.
et à essayer de voir leur chemin dans la vie selon son exemple. Mais pour la majorité, elles ne sont pas trop intéressées dans la politique et par la suite, donc, elles continuent à être ouvertes à d'autres. Oui. Il y a juste une question, mais je la reprends aussi, c'est ce risque de quitter le pays. Hein. Il y a beaucoup de groupes, j'en connais aussi, qui disent « nous voulons rester là ». Mais la tentation est toujours très forte de chercher un avenir qu'on imagine plus vivable, plus agréable ailleurs. Comment est-ce que vous faites pour convaincre ces jeunes de rester là dans le pays chez vous? Bien, là, comment faire? Donc, je pense que d'une part, nous pouvons contribuer dans les instituts où nous sommes présents à donner des occasions de travail autant que possible à quelques-uns. Mais dans la majorité, bien, c'est un problème majeur que toute l'Église, je pense, à Jérusalem, en est occupée. Et même les patriarches, les autorités ecclésiales aussi s'en occupent bien, à trouver les moyens de convaincre les jeunes à parfois accepter peut-être les occasions qui sont actuellement présentes au lieu de penser vraiment à ailleurs et d'essayer de bâtir. Heureusement, il y a des jeunes aussi bien ancrés ici et qui aiment rester et qui cherchent des solutions à rester, mais parfois c'est toute la famille qui émigre. Et dans ce cas, bien, il n'y a pas toujours des raisons à les faire changer d'idée, vu que bien, les personnes qui cherchent peut-être à vivre en sécurité ou à vivre en une certaine stabilité. Actuellement, le pays ici est trop instable et nous ne pouvons pas quand même leur mentir et leur donner des espoirs en l'air. Donc, nous nous rendons bien compte ici de toute l'instabilité, ça doit peser très lourd. Hein. Mais vous avez dit aussi que beaucoup de jeunes filles continuent des études universitaires et je crois que ça, c'est une tendance générale dans le Proche-Orient, qu'il y a plus de jeunes filles qui vont à l'université que de garçons. Est-ce que vous voyez une idée de ce que ça peut avoir comme effet? Ou est-ce que vous savez combien de filles font des études universitaires et qu'est-ce que ça a comme effet sur leur activité plus tard dans la vie publique ou sociale? Actuellement, la majorité des filles, disons, même dans les statistiques, ça apparaît comme étant presque à 85% presque. Non, même des 99%, 96% des personnes continuant donc l'étude universitaire sont dans l'année 2020. Donc, voilà, ça forme presque 84% des filles qui poursuivent leurs études universitaires. Là, j'ai un exemple aussi un peu significatif, mais bien sûr particulier, dans un village. Mais je pense toujours à continuer l'étude pour voir vraiment pourquoi ce cas. Un des villages de la Cisjordanie qui s'appelle Aboud, il y a la génération des nés en 1970-1980. Il y a plus de 40, bien c'est un petit village à dire, il y a quelques familles chrétiennes, donc ils se connaissent tous entièrement et le nombre est bien réduit. Alors, ils peuvent compter vraiment les personnes. Ils m'ont dit qu'il y a presque 35 filles de cet âge qui ont continué toutes des études universitaires et qui ont des diplômes même supérieurs, de doctorat ou d'autres, mais qui ne sont pas mariées parce qu'elles ont refusé ou bien que les garçons ne sont pas, les hommes n'ont pas vraiment étudié comme elles, donc ne sont pas au même niveau culturel, ou bien l'autorité masculine de la société, elles ont refusé. C'est quelque chose, donc c'est bien visible, une expérience frappante de ce temps, donc de cette durée de temps où il y avait eu une certaine progression dans les idées des filles dans la société là-bas et qui ont refusé le mariage juste pour continuer à être autonomes et à diriger leur vie, à refuser l'autorité masculine, mais aussi à étudier jusqu'à
des hauts niveaux et elles sont toutes actuellement, elles ont leur carrière. Donc, elles sont actives en société, chacune dans son domaine. Mais voilà, et même elles sont actives. Là, j'ai oublié aussi de noter que dans le cadre religieux et dans les communautés chrétiennes, dans la participation aux célébrations liturgiques et tout ça, bien la majorité sont des filles et des femmes. On dit ici, bien, en sorte d'anecdote, que Dieu est pour les faibles. Et comme les femmes sont des faibles, donc c'est elles qui ont besoin de prier, mais les hommes qui sont plus forts, donc, n'en ont pas besoin. Mais ça montre que la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine souvent. Ah, tout à fait. Et il est important que vous nous le disiez et que nous nous rendions compte à quel point les choses sont complexes. Une dernière remarque, et puis il faudra que nous arrêtions déjà malheureusement, la tolérance entre les communautés. Mon expérience, mais vous allez le dire, c'est que les gens vivent très bien ensemble, chrétiens et musulmans, alors que chez nous, on parle très peu, on a beaucoup plus tendance à parler des frictions et des tensions entre les communautés, et on parle beaucoup moins de la bonne entente et de la collaboration. Alors, dites-nous comment ça se passe, et surtout aussi entre femmes, le rôle des femmes. Oui. Bien, ce que nous voyons dans notre entourage, c'est que oui, il y a pas mal de personnes, que ce soit donc des communautés musulmanes ou chrétiennes, mais aussi dans le cadre de la Galilée et d'Israël, les communautés israélites, que ce soit juives ou autres, parce que donc c'est un mixte en Israël, avec les communautés donc chrétiennes ou bien même les druzes, les musulmans. Donc oui, ils vivent un voisinage bien aisé, donc bien positif. Mais n'empêche qu'il y a toujours aussi, dans certains endroits, des conflits continus. Donc, les idéologies du djihadisme et donc du fanatisme musulman, mais aussi affrontés à quelques idées fanatiques chrétiennes. Il y a des groupes de fanatisme aussi chrétiens. Donc, ils se refusent mutuellement. Là, il y a toujours, donc, ça peut causer des conflits. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, ça dépend des régions, des voisinages. Donc, et je pense dans toute population, il y a cela. Il y a des personnes qui se refusent, il y a des personnes qui peuvent vivre en paix ensemble et bien faire un très beau voisinage et des relations humaines très belles à vivre. Il y a les deux cas, mais je pense aussi, surtout, j'entends dire de nos sœurs qui vivent ici depuis plus longtemps que moi, que anciennement, c'était beaucoup plus facile aussi. Surtout parlant de la communauté chrétienne et musulmane, palestinienne. Donc, avant, ils vivaient beaucoup plus en paix. Il n'y avait pas ces réactions fanatiques ou bien ce refus. Actuellement, on rencontre de plus en plus des personnes, même si nous les rencontrons donc dans des moyens de déplacement communs, nous pouvons entendre parfois quelques termes qui expriment un refus ou bien au moins la non-aisance d'accepter notre présence avec eux. Donc, on voit que peut-être ça s'améliore négativement. Donc, ça progresse un peu, s'améliore négativement. Vous voyez comment j'ai utilisé le voilà. En tout cas, donc, nous voyons, oui, qu'il y a une certaine évolution dans ce cadre non positif. Oui. Mais ça nous évite de simplifier, hein, et la tentation, c'est toujours de simplifier, de caricaturer. Hein. Mais je crois qu'il va... Oui. Pardon, même moi qui est libanaise et qui viens d'une communauté, d'une société plutôt trop complexe, de point de vue politique, de point de vue religion, de tout, je vois qu'ici, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que vraiment, il y a plein de communautés différentes sur tous les points de vue. Donc, même en religion, vous ne pouvez pas dire que toutes les personnes de la même religion ont la même orientation ou les mêmes croyances. Non, ce n'est pas ça. Puisque vous avez l'expérience de l'œcuménisme aussi, donc les communautés chrétiennes ici vivent, le peuple chrétien vit l'œcuménisme beaucoup plus facilement que les autorités ecclésiales. C'est aussi quelque chose de très beau à voir. C'est important, c'est encourageant. Il faut espérer que, bon, les autorités sont souvent
un peu figés et ont du mal. Alors, c'est important que le peuple les pousse à aller les uns vers les autres. Oui, tout à fait. Et c'est important que vous, que vous nous le disiez. Hein. Bien, Merci beaucoup. avec Écoutez, je vous plaisir. remercie. C'était très, très riche tout ce que nous avons, tout ce que vous avez partagé avec nous. L'ensemble a été enregistré, donc que ceux qui ont participé sachent qu'ils auront très rapidement la possibilité de tout réécouter. Et puis, je voudrais vous rendre attentif à notre prochaine rencontre qui sera le 27 novembre avec le père Jean-Jacques Pernez, qui est directeur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem, aussi sur le thème de l'archéologie, et ça promet d'être tout à fait passionnant. Merci, sœur Gada, et, Merci à vous. oui, et merci à tous ceux qui ont participé et que tout aille pour le mieux, en bonne entente, sous le regard de Dieu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà.